ensuite, on va surtout vous dire en fait avec des cas concrets qui passaient avant aisément dans la RT 2012 et qui aujourd'hui en fait malheureusement ne passeront plus dans la RE 2020 ou bien ils vont passer avec difficulté, etc. Et nous, ce qu'on va faire dans ces études de cas, c'est qu'on va vous dire voilà, il y a des solutions qui sont gratuites, qui nous permettent en fait de rester avec les mêmes systèmes qu'on avait avant sous la RT 2012. Et également, il y a des solutions qui vont être gratuites, qui vont être payantes, pardon. Donc, il va y avoir 7 études de cas, toutes différentes, et on va procéder en fait du coup à l'analyse de ces cas-là. Dans un premier temps, je vais vous présenter en fait le bureau vert. Donc, le bureau vert est un bureau d'études thermiques. Il a été créé en 2011, avant l'arrivée en fait de la RT 2012. Donc, on fait en fait des études thermiques, donc RT 2012, RE 2020 aussi, donc les études énergétiques. On fait également du coup les études environnementales. Vous avez certainement entendu parler qu'à partir de l'année prochaine, il va y avoir l'analyse de cycle de vie. On fait également les audits énergétiques pour toute la partie en fait rénovation. Également de la thermographie, de l'infiltrométrie. On fait aussi des études de CVC, donc dimensionnement des réseaux hydrauliques, aéroliques, calpinage pour les planchers chauffants. Et aussi en fait pas mal de formations dans la réglementation, dans l'éco-conception pour les RGE. On est certifié Certibat et on est certifié également qualité ENR pour les formations Calipac. On travaille bien sûr sur tout ce qui est maison individuelle, collectif, tertiaire et bâtiments publics. Donc, sans tarder, on va commencer par les objectifs en fait de la RE 2020. Avant tout, il va y avoir en fait plusieurs volets. Donc, on va travailler en fait et on va vous expliquer en fait 3 volets, un volet énergétique, un volet carbone et un volet qui va traiter en fait du confort d'été. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez les poser en fait et à la fin de chaque volet, on essaiera en fait de répondre à des questions si vous en avez. Et on reste bien sûr à votre disposition par la suite si vous avez besoin d'autres renseignements. À la fin de ce webinaire aussi, il va y avoir, on va vous envoyer un lien pour la rediffusion et également un lien pour les slides de cette formation. Et aussi, si vous avez besoin de plus d'informations, vous aurez nos coordonnées, vous pouvez en fait nous appeler à tout moment. Donc, les objectifs de la RE 2020, ils sont de nombre de 5, en tout cas, on les a mentionnés comme ça. Donc, premièrement, diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs, prise en compte des émissions de carbone du bâtiment dans son cycle, sur son cycle de vie. Incitation au recours à des modes constructifs peu émetteurs en carbone et qui permettent aussi le stocker. Donc, stocker le carbone, ça c'est le gros enjeu en fait des prochaines décennies. Privilégier aussi les énergies les moins carbonées et sortir des énergies fossiles. Vous avez certainement entendu parler qu'à partir de l'année prochaine, dans les constructions neuves, notamment pour les maisons individuelles, on aura du mal à faire passer en fait les chaudières. Alors, c'est pas interdit, mais vous allez voir après dans les slides à venir pourquoi on ne pourra plus mettre en fait de chaudière gaz dans les maisons individuelles. Deuxième objectif, améliorer la performance énergétique et réduire les consommations. Ça, de toute façon, ça a été depuis à chaque changement en fait de réglementation. Donc, on essaye d'augmenter la performance énergétique des bâtiments, réduire les consommations, qui permettent également de réduire les émissions carbone. Renforcer la sobriété énergétique. Donc, la sobriété énergétique, là, je mets vraiment des lignes dessus parce que ça va être vraiment le point principal en fait qui va c'est-à-dire qui va permettre derrière de gagner des points ou ne pas gagner, qui va nous permettre de rester sur les mêmes modes constructifs en RT 2012 ou pas. Donc la sobriété énergétique, la sobriété architecturale, c'est vraiment un point essentiel dans cette nouvelle réglementation. Systématiser les recours à l'énergie renouvelable, ça on l'avait déjà vu, mais vous allez voir qu'aujourd'hui on a des seuils de performance en fait qui nous obligent à utiliser de plus en plus d'énergie renouvelable.
Construire aussi des logements adaptés au confort climatique. Donc, il y a eu pas mal de changements aussi sur le confort d'été, prise en compte aussi des épisodes caniculaires, notamment celle de 2003. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but, c'est ne pas se dire est-ce que la maison ne risque pas d'avoir de surchauffe dans des conditions climatiques normales, mais aussi dans des conditions climatiques entre guillemets anormales, c'est-à-dire dans des conditions type canicule comme ce qu'on avait eu en 2003. Assurer aussi la bonne qualité de l'air, donc avec notamment des contrôles en fait, des ventilations mécaniques contrôlées en fait à la fin du chantier, en plus des contrôles d'étanchéité. Favoriser aussi les produits issus du réemploi, ça va être aussi un grand sujet des années à venir, le réemploi en fait des matériaux, l'économie circulaire et tout ce qui va avec. Donc les dates à retenir pour les maisons individuelles, les collectifs et les maisons accolées, donc tout ce qui est habitation neuve, construction neuve, ça va commencer à partir du 1er janvier 2022. Donc, tous les permis de construire qui vont être déposés à partir du 1er janvier 2022 devront répondre à la RE 2020. D'accord? Quelques exceptions. Donc, ces exceptions, c'est quoi? Notamment pour les contrats CMI, du coup, contrats avec un constructeur de maisons individuelles qui ont été signés jusqu'au 30 septembre 2021. Jusqu'au 30 septembre 2021. Si le contrat a été signé avant cette date-là, à ce moment-là, même si on dépose après le 1er janvier 2022, on restera en RT 2012. Donc, nous, on pourra faire effectivement l'étude en RT 2012 et puis on aura dans l'attestation BBio à déposer, on aura une case à cocher pour dire que cette maison-là, il a eu un contrat qui a été signé avant le 30 septembre 2021. Ensuite, à partir du 1er juillet 2022, ça sera le tour en fait des bureaux, les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire. Et puis les autres tertiaires, tout ce qui va être commerce, donc les tertiaires un peu spéciaux, les extensions également, donc et les bâtiments de petite surface, c'est à partir du 1er janvier 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur toute l'année là de 2022, les tertiaires, les autres tertiaires, les extensions, les surfaces, les petites surfaces resteront en RT 2012. D'accord? Alors, pour ce qui est en fait des indicateurs, donc les indicateurs avant dans la RT 2012, on avait 3 indicateurs. On connaissait le BBio, les besoins bioclimatiques. On connaissait le CEP, donc la consommation en énergie primaire. Et on connaissait la TIC qui représentait le confort d'été. Donc là, désormais, dans la RE 2020, on va avoir 6 indicateurs. Donc, ces 6 indicateurs, nous, on les a du coup regroupés sous 3 volets. Un volet énergétique, un volet pour le carbone et un volet qui traite en fait du confort d'été. Donc, pour le volet énergétique, on va retrouver le BBio, le CEP comme dans la RT 2012 et on vient rajouter un autre indicateur qui s'appelle le CEP-NR. Alors, CEP-NR, c'est la consommation énergie primaire non renouvelable. En gros, on rajoute un seuil pour le non renouvelable. D'accord? Et on va avoir également l'impact carbone énergie. Donc, c'est l'impact sur le changement climatique de la consommation. Donc, la consommation qu'on aura ici dans le CEP, on regarde qu'est-ce que ça représente au niveau impact carbone sur un cycle de vie de 50 ans et on va avoir des seuils à ne pas dépasser. D'ailleurs, c'est cet impact carbone énergie qui signe la fin en fait du gaz, en tout cas dans les maisons individuelles, et on verra après pourquoi. Ensuite, dans le volet carbone, on retrouve le IC énergie, parce que le IC énergie, en fait, l'impact carbone de l'énergie, il a un pied ici, parce que ça représente la consommation, et un pied également dans la partie carbone, parce que la valeur ou le résultat qui sort, c'est le nombre de kilogrammes de CO2, en fait, qui viennent de cette consommation. Et également, on va avoir l'impact carbone de la construction.
Et donc, c'est l'analyse de cycle de vie qu'il va falloir faire en plus de l'étude énergétique. Donc, il y aura une étude énergétique, une étude en fait carbone, ce qu'on appelle l'ACV, l'analyse de cycle de vie à faire, et puis également le confort d'été qui se fera normalement en même temps que l'étude énergétique. Donc, le confort d'été existe l'ATIC, la température intérieure conventionnelle qu'on avait avant. Ça va être remplacé désormais par les degrés heures. Donc, les degrés heures, on va comptabiliser les heures d'inconfort dans un logement sur une année. On prend une année et on comptabilise les heures d'inconfort. Pour résumer, ça va être ça en fait, du coup, les degrés heures. Donc, pour les objectifs, en gros, pour le bio, il faudra faire entre 20 et 40% de gains par rapport à ce qu'on avait avant dans la RT 2012. D'accord? Et ça passe notamment, je le répète encore une fois ici, par la sobriété énergétique, la sobriété architecture. Le CEP, donc diminuer les consommations. Le CEPNR, c'est pour favoriser les énergies renouvelables et limiter les énergies non renouvelables. L'impact carbone de l'énergie, ça va nous permettre en fait de sortir, en tout cas ça va nous permettre, en tout cas ça va faire qu'on va sortir en fait des énergies fossiles, le fuel, le gaz, etc. L'impact carbone composant, donc c'est pour favoriser le stockage de carbone et vous allez voir en fait que cet indicateur-là, il favorise beaucoup en fait tout ce qui va être biosourcé par exemple, tout ce qui va être en fait issu du végétal, etc. Le DH, c'est pour garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur, en cas de période en fait de canicule, etc. Il faudra qu'on ait un confort assuré dans nos futures maisons. Pour les démarches administratives, au dépôt de permis aujourd'hui, il va y avoir une attestation de prise en compte comme ce qu'on avait dans la RT 2012, avec la petite particularité cette fois-ci, c'est que dans les nouvelles attestations qui sont d'ailleurs apparues, dans les nouvelles attestations, il y aura le calcul BBio et également le calcul du DH. C'est-à-dire qu'on vérifiera au moment de déposer le permis, est-ce que le confort d'été est assuré ou pas. D'accord? Ensuite, nous, même si ce n'est pas obligatoire, mais on le fait depuis qu'on a commencé, depuis 10 ans, on s'interdit de faire le calcul BBio tout seul. Parce qu'en fait, le calcul BBio va de pair avec le calcul de consommation. Et on ne peut pas effectivement faire que le calcul BBio et puis après venir adapter les équipements pour le calcul de consommation en fonction du BBio qu'on a eu. Il faudra faire les deux ensemble pour pouvoir optimiser au mieux en fait l'étude thermique et donc la conception du projet. Également au dépôt de permis, il y aura une obligation par contre de fournir un engagement au respect des objectifs carbone et notamment de l'ACV. En gros, le maître d'ouvrage s'engage à réaliser une analyse de cycle de vie avant de commencer les travaux donc dans son bâtiment. Donc, il s'engage à réaliser. Il n'y aura pas d'analyse de cycle de vie à présenter au dépôt de permis, mais par contre, il y aura un engagement du maître d'ouvrage comme quoi il va faire l'ACV avant de démarrer les travaux donc dans son bâtiment, sachant qu'à la fin du chantier, il y aura en fait un contrôle de l'ACV. Et comme on sait que l'ACV, en fait, ça reprend tous les éléments en fait de la construction. Et donc, il y aura un gros boulot en fait dessus et il ne faut pas attendre la fin du chantier pour la faire. Donc, il faut la faire au fur et à mesure en fait de l'avancée du chantier. Après le PC validation définitive, donc des indicateurs BBio, DH, CEP, CEPNR, en fonction des éléments qu'on va avoir, en fonction aussi de la consultation des entreprises, des devis, des propositions qu'on va recevoir. Réalisation à ce moment-là ou bien mise à jour, parce que nous, on préfère quand même faire une ACV au départ, au dépôt de permis, même si ça va être estimatif, ça va être à partir des plans, ça va être en fait, voilà, mais on se rapprochera quand même de ce qu'il va y avoir. Et surtout, on engage et le client, en fait, il sait comme quoi il va y avoir cette analyse de cycle de vie à faire et qu'il va falloir en fait la mise à jour tout au long du projet. Donc à ce moment-là, réalisation ou bien
des calculs d'impact carbone, le IC énergie, IC composants, sur la base quantitative réelle. Et c'est là où on va avoir besoin aussi de vous, parce que nous, en fait, les quantitatifs réels, il faudra qu'on a aussi en fait des documents de votre part, ou bien on essaiera en tout cas de trouver. Pour l'instant, c'est quelque chose de nouveau. On a, nous, de notre côté, on a des DPGF, des modèles de DPGF, en fait. On est en train de moduler ça pour l'organiser, pour faire en fait un formulaire qui va être beaucoup plus facile en fait à remplir. Mais par contre, après, il va y avoir certainement des choses qu'il faudra en fait nous fournir, soit vous, soit la personne en tout cas qui suit en fait le chantier. Et puis réalisation finale en fait de la RE 2020. Et à la fin du chantier, rapport sur la VMC, contrôle de la VMC. Donc, il faudra en fait contrôler visuellement les conduits et également en fait contrôler les débits. Donc, les débits en bouche d'extraction, c'est une simple flux. Excusez-moi. Et donc, sur cette partie-là de conformité en fait de la VMC, moi, le conseil que je donne en fait à tous mes clients, c'est désormais, il ne faut plus passer en fait avec les conduits souples. Il faudra passer certainement avec des semi-rigides ou avec des rigides. Ça évitera pas mal de soucis à la fin. Parce qu'on connaît bien en fait les souples aujourd'hui, dans la plupart des cas, ils vont être pincés, ils vont être percés, et puis même dans le temps, c'est pas ce qui va vraiment tenir. Donc, mon avis aujourd'hui, c'est qu'il faudra passer sur des semi-rigides ou bien du rigide, carrément, pourquoi pas, mais au moins du semi-rigide pour éviter en fait les problèmes. Contrôle sur 35 matériaux au niveau de la CV. Et puis, test de perméabilité à l'air, il restera le même, avec les mêmes valeurs. Bon, il y aura 2-3 modifications, j'en parlerai plus tard. Mais en tous les cas, au niveau des seuils, on restera sur 0,6 et on restera sur 1 pour le collectif. 0,6 pour la maison individuelle et 1 pour le collectif. DPE de construction qui continue, mais sous sa nouvelle forme du coup, parce que vous avez vu en fait en juillet, il y a eu la nouvelle réforme en fait du DPE. Donc, ça sera fait avec ce nouveau DPE. Et puis, l'attestation de conformité qui va vérifier en fait la conformité de tout ça. Donc voilà pour ce qui est des démarches administratives. Et puis on va du coup démarrer en fait les indicateurs. On va voir en fait ce qu'on aura au niveau des indicateurs. Alors, des évolutions notables dans la réglementation, c'est que vous savez en fait dans la réglementation, on parlait beaucoup de la SRT, la surface réglementaire, la surface de la réglementation thermique, la SHON, la surface hors œuvre nette, tout ça, ça veut dire en fait la même chose. Et donc désormais, en fait, dans cette nouvelle réglementation, la RE 2020, on termine avec la SHON, la SRT, et on passe sur la CHAB. La surface de référence, ça va être la CHAB, la surface habitable. D'accord? Pour le résidentiel, et la surface utile, c'est l'équivalent de la surface CHAB dans le tertiaire. Donc voilà, c'est fini le calcul de la SRT et la complication qu'il y a eu avec, même si sur la fin, je pense que tout le monde s'est habitué en fait à faire le calcul de la SRT. Mais en tout cas, désormais maintenant, on parlera de l'achat. Le calcul des consommations. Pour les calculs de consommation, jusqu'à maintenant, on avait le chauffage, le refroidissement ou la climatisation, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, les auxiliaires et l'éclairage. Donc, c'est ce qu'on comptait en fait dans le CEP. La consommation, c'est ce qu'on avait comme périmètre. Désormais, en fait, dans la RE 2020, on va rajouter la consommation des ascenseurs et des escalateurs, donc tout ce qui est déplacement interne dans les logements ou bien dans les collectifs. Donc, cette consommation se rajoutera au périmètre en fait de la consommation primaire. Également, en fait, l'éclairage et ou la ventilation en fait des parkings et également l'éclairage des parties communes. Donc, ce sont des consommations qui viendront se rajouter ou qui rentreront dans le périmètre de la consommation qu'on va calculer sous la RE 2020. Il y avait également pour le confort d'été des scénarios météorologiques qui ont été mis à jour, l'intégration de nouvelles années de référence, des changements de station météo, La Rochelle qui devient Tours et Nice qui devient Marignane. Et puis pour le confort d'été, insertion d'une séquence
caniculaire et uniquement pour le confort d'été. C'est-à-dire que pour le calcul des consommations, le calcul des besoins, etc., on va utiliser des données météorologiques classiques. Par contre, pour le confort d'été, on utilisera des données météorologiques avec une séquence caniculaire pour vérifier que le confort d'été est assuré même en cas de canicule. D'autres évolutions, je ne sais pas si vous connaissez en fait le coefficient de conversion qu'on avait sous la RT 2012 qui permettait de passer de l'énergie finale qui est réellement consommée par le client à l'énergie primaire qui englobait en fait l'ensemble de l'énergie qui a été envoyée depuis la production jusqu'à du coup la consommation. En fait, pour l'électricité, on avait un coefficient de conversion de 2,58, c'est-à-dire la consommation réelle du client, on la prend et on la multiplie fois 2,58 et c'est là on retrouvait en fait notre valeur de la réglementation. Et c'est ce qui d'ailleurs ne nous permettait pas de mettre des radiateurs électriques en chauffage principal dans les maisons RT 2012. Désormais ça, c'est terminé. C'est terminé et on va passer en fait sur 2,3. Donc, on passe de 2,58 à 2,3. Ça a évolué. C'est pas que c'est terminé, mais ça a évolué. Mais bon, 2,3, ça ne signifie pas non plus que c'est le retour de l'effet Joule, c'est le retour des radiateurs électriques et des grippins. Certainement pas. On ne pourra toujours pas mettre en fait du chauffage électrique en chauffage principal. Mais on pourra bien sûr continuer à le mettre en tant que chauffage secondaire ou chauffage d'appoint. Prise en compte systématique des besoins de refroidissement. Désormais, dans le calcul des besoins, les besoins bioclimatiques, même si on n'a pas de climatisation active, donc de climatisation installée, il y aura systématiquement un besoin de refroidissement qui sera intégré dans le BBio. Et donc, il va tenir compte de quoi? Il va tenir compte aussi, en fait, du coup, du confort d'été et du coup, de tout ce qui va relever du confort d'été, l'orientation, l'accès à la chaleur gratuite, la chaleur d'été, voilà, les protections, etc. Et également une pénalisation forfaitaire des consommations de refroidissement. Donc ça dépendra aussi du seuil du confort. C'est-à-dire si on a un confort assuré et qu'on est à 100% sûr comme quoi le confort d'été sera bon, il n'y aura pas de pénalisation. Par contre, si on n'est pas sûr, on est entre deux, c'est-à-dire on est entre le non réglementaire et le 100% sûr, en fait, qu'on va avoir un confort, à ce moment-là, il y aura une pénalisation. Une pénalisation, c'est-à-dire une consommation supplémentaire qui va représenter l'éventuelle installation de climatisation. Également des nouveaux scénarios d'occupation qu'on a eu, et puis divers ajustements et mise en cohérence de la méthode de calcul. Avec tous ces changements-là, logiquement, on ne peut pas trop comparer la RT 2012 à la RE 2020. Voilà, c'est très difficile en fait de comparer les deux, ne serait-ce que par le périmètre qui a changé et puis tous ces éléments-là, la surface et tout ça. Donc voilà, on va passer maintenant au premier volet qui va être en fait le volet énergie, donc les C-énergie, le BBio, le CEP, le CEPNR. Alors, pour ce premier volet, donc renforcer donc pour le BBio, il va falloir renforcer en fait du coup significativement la sobriété énergétique, exigence sur le BBio entre 20 et 40% de mieux par rapport à la RT 2012. Et on va voir tout à l'heure en fait ces chiffres-là, on va pouvoir en fait les vérifier dans les études de cas. Privilégier les énergies les moins carbonées et sortir des énergies fossiles, limitation du coup très forte de l'impact carbone des énergies dès 2022 pour les maisons individuelles et dès 2025 pour les collectifs. Parce que pourquoi pas, enfin pourquoi? Parce que pour les collectifs aujourd'hui, on n'a pas 36 000 solutions pour le système de chauffage. Dans les collectifs, pour l'instant, on peut quand même on ne peut pas faire autre chose que la chaudière gaz, en tout cas, mais c'est la solution en fait la plus facile à mettre en place. Par contre, pour la maison individuelle, aujourd'hui, on a d'autres solutions et donc on laisse un petit peu de temps pour le collectif pour s'organiser, pour trouver des solutions. Et dès 2025, voilà, les seuils vont baisser et l'installation de chaudières gaz dans le collectif, voilà, sera aussi de plus en plus difficile.
Systématiser la chaleur renouvelable, sortir du vecteur gaz dès 2022 et dès 2025 pour les logements collectifs et sortir du chauffage à effet Joule. De toute façon, ça a été déjà le cas dans la RT 2012. Alors, pour le BBio, qu'est-ce que c'est? Le BBio, c'est un indicateur, ça s'appelle, donc c'est les besoins bioclimatiques. Il est exprimé en points, donc c'est des points, c'est pas des kilowattheures, c'est des points qu'on va calculer. Et ça représente quoi? Ça représente en fait les besoins en chauffage, les besoins en refroidissement et les besoins en éclairage d'un bâtiment. D'accord? La formule que vous avez devant vous ici, donc c'est pour le calcul du BBio. Excusez-moi. Excusez-moi. Pour le calcul du BBio, donc on va avoir 2 fois les besoins du chauffage, 2 fois les besoins en refroidissement et 5 fois les besoins en éclairage. Une fois qu'on aura calculé ce BBio projet, on va le comparer avec un BBio max qui lui, on va voir après comment il se calcule. Et c'est qu'une fois qu'on a un BBio projet inférieur au BBio max, qu'on peut se dire qu'on a un BBio confort. D'accord? Et c'est la même chose pour tous les indicateurs. Donc, tous les indicateurs, il y aura un indicateur qui se calculera en fonction du projet et un indicateur max qui se calculera en fonction de certains paramètres comme la localisation géographique, comme la surface, etc. Donc, quand on regarde en fait ce BBio-là, ben, on voit en fait qu'il dépend beaucoup de la conception architecturale. Et donc, ça dépend de la compacité, de l'orientation des baies, de l'accès à l'éclairage naturel. Donc, la conception, et on va le voir dans les études de cas, elle joue un rôle très important. Parce que de toutes les manières, on aura toujours la deuxième option qui va être en fait augmenter l'isolation, mais augmenter l'isolation, ça demande en fait un effort financier. D'accord? Par contre, le travail sur la conception, ça peut même en fait baisser, on va dire, le prix. Parce que si on est sur une compacité de la maison, ça veut dire moins de surface des murs et des plafonds, des planchers, etc. Ça veut dire aussi moins de... donc le prix sera plus bas. Également, on oriente bien les baies, ça veut dire qu'on va profiter en tout cas des apports solaires gratuits l'été, on va pouvoir en fait chauffer moins, etc. Donc voilà, la conception architecturale, vous allez voir, elle joue un rôle très important dans la nouvelle réglementation. Et bien sûr, on pourra toujours augmenter l'isolation de l'enveloppe, des murs, des plafonds, des planchers pour améliorer le BBio. Également, on pourra travailler sur l'étanchéité, sachant qu'elle est à 0,6 aujourd'hui. Et si on l'abaisse, on pourra également gagner des points. Également sur l'inertie. L'inertie joue aussi un rôle important dans les besoins bioclimatiques. Et donc, tout ça participe dans la diminution des besoins bioclimatiques. À côté de ça, comme je vous ai dit, on a le BBio max. Donc, le BBio max, lui, se calcule en fait avec cette formule-là. On a un BBio max moyen qui va être multiplié fois des modulations. Donc, une modulation géographique, une maison qui se trouve à Lille n'aurait pas le même besoin qu'une maison qui se trouve au sud à Marseille, par exemple. Une modulation par rapport au comble, ça c'est nouveau dans la RE 2020. Modulation par rapport au comble, c'est parce que désormais on est sur une surface habitable. Et vous savez que de toute façon, la surface habitable, tout ce qui est inférieur à 1,80 m n'est pas compté. Et donc, les personnes qui vont avoir des maisons qui sont mansardées, ils vont se retrouver avec des surfaces qui vont être beaucoup plus importantes en fait quand on est mansardé, des surfaces de plafond par exemple, je pense en fait aux surfaces de plafond, qui vont être plus importantes qu'une personne qui va avoir la même surface habitable, mais par contre, tout est au-delà d'1,80 m. Et donc, pour tenir compte de ça, on a une modulation des combles. Modulation des surfaces moyennes, surface totale. Surface moyenne, surface totale, c'est surtout pour le collectif, parce que pour la maison individuelle, c'est la même chose. Et ensuite, une modulation par rapport au bruit. Une maison qui va se trouver, par exemple, dans une zone très bruyante, un aérogare à côté, etc. L'été, ils ne peuvent pas ouvrir les fenêtres. Et s'ils ne peuvent pas ouvrir les fenêtres l'été, donc ça pose un problème de confort d'été. Et donc, systématiquement, ces personnes-là, ils sont pratiquement obligés en fait de rajouter de la climatisation. Et donc, pour tenir compte de ce fait-là, on leur donne des points supplémentaires.
D'accord? Donc, le biomax moyen, lui, il va être de 63 pour les maisons individuelles et il va être de 65 pour les logements collectifs. D'accord? Et donc, ensuite, on vient multiplier fois les différentes modulations. Quelque chose ici qu'il faut regarder, c'est aussi les besoins de refroidissement qui seront systématiquement comptés, que le bâtiment soit climatisé ou pas. Ces seuils-là, pour avoir 20 à 40% par rapport à la RT 2012, donc il faut bien sûr qu'on travaille toute la conception. Et déjà aujourd'hui, en fait, on a 11% des maisons individuelles qui sont dans cette fourchette de 20-40% et 30% des logements collectifs. Mais vous me diriez que 11%, voilà, c'est pas assez parce que derrière, il y a 89% qui ne le sont pas. Effectivement, 89%, ils ne sont pas dans cette fourchette-là. Et ce qui veut dire que ces personnes-là ou ces bâtiments-là, il faudra faire un effort supplémentaire. Pour le deuxième, alors, donc pour le deuxième indicateur, c'est on vous entend, le son est bon, je vous entends, ok. Donc, pour le deuxième indicateur, le CEP, la consommation en énergie primaire, donc j'ai commencé déjà à parler de ça tout à l'heure et je vous ai dit en fait que le périmètre en fait de cette consommation, c'est au départ dans la RT 2012, c'était le chauffage, le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires et la ventilation. Ça veut dire quand on calculait la consommation, on calculait ces postes-là. Désormais dans la RE 2020, on rajoutera donc les déplacements, d'accord? On rajoutera les consommations associées à l'éclairage et à la ventilation des parties communes et éventuellement des parkings. Donc, ça sera rajouté à ces postes-là. Le CEP en lui-même, c'est quoi? Donc, c'est une consommation qui est en kilowattheure énergie primaire, mais pas en énergie finale. Ça, c'est quelque chose, en fait, je voudrais bien quand même vous le signaler, c'est que ce qu'on calcule dans nos calculs conventionnels, la réglementation, c'est l'énergie primaire. Ce n'est pas l'énergie réellement consommée par le client. Il y a souvent un coefficient de conversion, comme ce qu'on a vu pour l'électricité, qui fait que ce qui figure en fait dans l'étude thermique, généralement, il est gonflé d'un coefficient qui va être de 2,3, par exemple là pour la RE 2020 et pour l'électricité. Et donc, je vous ai dit également tout à l'heure qu'à partir d'un certain seuil d'inconfort d'été, pour les bâtiments non climatisés, donc des consommations forfaitaires de climatisation viendront s'ajouter, même si on n'a pas de système de climatisation. Donc ici, dans le post-refroidissement, généralement, quand on n'avait pas de système de climatisation, la consommation est de 0. D'accord? Par contre, là, si on est dans un doute de confort d'été, je peux appeler ça comme ça, donc si on a un doute sur le confort d'été, on rajoutera ici une consommation forfaitaire en se disant, bah, là, il y a un doute. Et donc, même si aujourd'hui, le client ou bien le maître d'ouvrage, il dit qu'il n'y aura pas en fait de climatisation, comme il y a un doute, il pourrait mettre en fait une climatisation plus tard. Et donc, pour tenir compte de ça, on mettra en fait une consommation forfaitaire. Donc, pour le CEP aussi, donc il comptabilise uniquement les énergies importées. Donc, les énergies importées, l'électricité qui arrive au niveau de notre, excusez-moi, au niveau en fait de notre tableau électrique, c'est une énergie importée. Le gaz qui arrive aussi, c'est une énergie importée. Ce qui n'est pas importé, ben, ce qu'on va produire sur place, au niveau de la parcelle, du photovoltaïque par exemple. Mais le photovoltaïque aujourd'hui, on ne pourra pas comptabiliser dans notre étude ou bien déduire dans notre étude la partie exportée ou la partie qui va être vendue à EDF. D'accord? Si on a des photovoltaïques, une partie qui va être vendue par exemple, ben cette partie qui est vendue ne sera pas comptabilisée dans l'étude thermique. D'accord? La seule chose qui va être déduite, c'est la partie autoconsommée. Et cette partie autoconsommée sera prise forfaitairement. D'ailleurs, nous, on a fait en fait des calculs par rapport à ça.
Et on s'est rendu compte aujourd'hui que même avec 10 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur un projet, ben on va gagner 3 à 4 kWh en énergie primaire. Et pour comparer en fait ces 3 à 4 kWh, c'est l'équivalent de ce qu'on va gagner quand on va déplacer un ballon thermodynamique du garage à l'intérieur de la maison. Vous avez un ballon thermodynamique par exemple dans le garage, vous le placez dans la maison, vous allez gagner 3 à 4 kWh. Et en fait, on gagne la même chose avec 10 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Donc pour moi aujourd'hui, en fait, le photovoltaïque, en tout cas, d'après le calcul conventionnel, ça aussi il faut savoir, c'est que nous, ce qu'on fait là, et la RT, la RE, etc., ces calculs réglementaires, ce sont des calculs conventionnels. Après, on pourra, si on veut faire en fait des calculs précis, on pourra faire de la simulation thermique dynamique, on pourra faire des choses comme ça qui vont tenir compte réellement c'est-à-dire ça va être vraiment une étude qui va être personnalisée pour le bâtiment. Mais le calcul conventionnel, voilà, il tient compte en fait des scénarios qui sont faits sur la base de moyennes et ce genre de choses. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que 10 mètres carrés de panneaux photovoltaïques vous font gagner l'équivalent du déplacement d'un ballon thermodynamique du volume hors volume chauffé en volume chauffé. Donc voilà pour le CEP. Une fois qu'on a calculé le CEP, on va comparer ça avec le CEP max. Et donc pour le CEP max, et ce calcul, comme tout à l'heure pour le BBOmax, il y a un CEP max moyen, d'accord? Il y a un CEP max moyen qui va être de 75 pour les maisons individuelles et 85 pour les collectifs, qui va être modulé avec plusieurs modulations, modulation géographique, comme tout à l'heure, nord, sud, est, ouest, etc., les 8 zones géographiques qu'on a, modulation des combles, modulation de surface moyenne, modulation de surface totale, c'est à peu près, ce sont des modulations qui sont différentes, mais c'est le même principe. Et modulation par rapport à la catégorie, ça aussi, ça rejoint en fait la modulation bruit qu'on avait vu tout à l'heure en fait dans le BBO. Et donc, une fois qu'on a calculé ça, ben, on aura un CEP max moyen qu'il ne faut pas dépasser et qu'il faudra à ce moment-là qu'on vérifie que notre consommation du projet ne dépasse pas cette consommation maximale. Mais au jour d'aujourd'hui, les seuils qu'on a, ils sont atteignables avec les systèmes standards utilisés. Aujourd'hui, en fait, à partir du moment qu'on arrive à avoir un BBO donc, conforme au RE 2020, tous les systèmes qu'on utilisait avant dans la RT 2012 vont aussi passer. C'est-à-dire vraiment le point, il est sur la conception, il est sur les besoins bioclimatiques avant que ça soit sur les appareils et les équipements. Donc, le nouveau indicateur qui s'appelle le CEPNR, donc consommation énergie primaire non renouvelable, on a, depuis la RT 2012, on avait un seuil pour la consommation globale sur le périmètre que je vous ai montré, toujours sur le même périmètre, chauffage, refroidissement, chaude sanitaire, etc. Cette fois-ci, on va vérifier que le non renouvelable ne dépasse pas un certain seuil. C'est-à-dire que ici, on avait vu que pour la consommation maximale, on a un seuil de 75. Par contre, pour le non renouvelable, la consommation en fait maximale du non renouvelable ne doit pas dépasser 55. Donc, le seuil du non renouvelable est beaucoup plus bas que le renouvelable. C'est pour inciter à mettre plus en fait de renouvelables dans la maison. D'accord? Et donc, sinon, pour le calcul, c'est la même chose. Le CEPNR se calcule avec l'unité des kilowattheures énergie primaire par mètre carré par an. Donc, mètre carré, n'oubliez pas, maintenant, on est passé sur la surface habitable. Et puis le CEPNR max, pareil, on va avoir un CEPNR moyen, 55 pour la maison individuelle, 70 pour le collectif, modulo, une modulation géographique, comble, surface moyenne, surface totale et donc une modulation par rapport à la catégorie 1 ou 2. D'accord? Alors, les énergies renouvelables, énergie finale, du coup, on va avoir plusieurs selon en fait l'énergie qu'on va utiliser, il va y avoir ici des coefficients de conversion. On avait compris que l'électricité est passée à 2,3 alors qu'elle était à 2,5. Pour le gaz, le charbon, le fioul,
c'était 1 dans la RT 2012 et ça continue, ça restera aussi 1 dans le collectif, dans la RE 2020, que ce soit pour le CEPNR ou bien pour le CEP. Pour les réseaux de chaleur, dans le CEPNR, on va enlever toute la partie ou le pourcentage en fait du renouvelable dans ce réseau-là. Donc, pour calculer le CEP non renouvelable. Par contre, pour calculer le CEP du coup classique, on va prendre une valeur de 1. Pareil pour la biomasse, exemple le bois. Donc là, le bois, ça sera 0 pour le CEPNR. D'accord? Si vous avez un poêle à bois, un poêle à granulés, une chaudière bois, chaudière à granulés, sa consommation dans le CEPNR n'apparaîtra pas. D'accord? Et donc, on aura forcément du coup un CEPNR qui va être beaucoup plus favorable. Par contre, dans la consommation globale, il apparaîtra avec un facteur de conversion du coup entre l'énergie finale et l'énergie primaire de 1. Et pour la production d'énergie renouvelable, donc photovoltaïque, éolien, ce que vous voulez, donc là, ça sera 0,0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça n'apparaîtra pas du tout dans le calcul de toutes les manières. Mais par contre, on viendra réduire la partie autoconsommée de la consommation globale. D'accord? Alors, le IC énergie, donc c'est un nouveau indicateur également, l'impact carbone de l'énergie. Comme je vous ai dit, on va prendre la consommation, donc le CEP. Hein, le CEP est calculé sur un an, mais nous, on va le calculer sur 50 ans. On prend toute la consommation sur 50 ans et on va multiplier ça fois l'impact carbone de l'énergie concernée. Donc, vous imaginez bien que l'impact carbone du bois, ça ne sera pas le même impact que l'électricité et ça ne sera pas non plus le même impact que le gaz. Et c'est là où il va y avoir effectivement un problème avec le gaz. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, mince, avec les maisons individuelles, on ne pourra plus mettre en fait du gaz. Quand on regarde l'impact carbone de 1 kWh consommé, pour le bois, on est sur un impact de 30 grammes de CO2, en tout cas équivalent CO2 par kilowattheure consommé. Et quand on regarde l'électricité, selon les usages, on est à peu près dans une moyenne de 70 grammes par kilowattheure consommé. Mais quand on regarde le gaz, on est sur 227 grammes par kilowattheure consommé. Et donc là, vous imaginez bien, si je fais vraiment là le grand écart entre le gaz et le bois, là, c'est quasiment multiplié x 10. L'impact carbone du gaz, c'est 10 fois l'impact carbone du bois. Et c'est aussi 3 fois l'impact carbone de l'électricité. Et comme aujourd'hui, les seuils qu'on va voir, les seuils pour l'IC énergie, ils sont très bas dès le départ, dès 2022 pour la maison individuelle. Donc, les pouvoirs publics, ils ont placé en fait un seuil ici de 160 kg de CO2 par mètre carré, qui est un seuil très, très, très bas et qui fait que vous pouvez avoir la consommation que vous voulez, la plus basse possible en fait en gaz. On aura du mal à faire passer le gaz à cause de ce seuil-là. Par contre, quand on regarde le collectif, que ce soit avec réseau de chaleur ou autre, en 2022, on est sur 560. On est sur 560 jusqu'en 2025. On va passer à 320 pour les collectifs normaux et 260 pour les réseaux de chaleur urbains. Ça aussi, pourquoi on passe en fait dans les réseaux de chaleur urbains à 260? C'est pour aussi les obliger à introduire un maximum d'énergie renouvelable dans leur réseau. Et en 2028, on prévoit de passer à 260 pour les collectifs. Donc, vous avez compris, l'information principale ici, c'est que à cause de cet indicateur et à cause de ce seuil qui est très bas et à cause du fait que l'impact carbone en fait du gaz est beaucoup plus élevé que l'électricité et du bois, aujourd'hui, on ne peut plus mettre de chaudière gaz dans les maisons individuelles. Ce n'est pas interdit, mais on ne pourra pas le faire à cause de ces indicateurs. Donc voilà pour le IC énergie. N'hésitez pas, hein, si vous avez en fait des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Moi, j'y répondrai volontiers. Bonjour, bonjour à tout le monde en tout cas. On ne voit pas les. Et si jamais il y a un problème, bonjour Njael, si vous avez un problème
avec le son ou autre, n'hésitez pas en fait n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Donc, ce qui va rester aussi identique dans la dans la RE 2020 par rapport à la RT 2012, on en a parlé tout à l'heure, c'est la perméabilité à l'air. Elle était de 0,6, c'est la valeur maximale à ne pas dépasser pour la maison individuelle, ça restera, et de 1 pour le collectif, et ça restera également. Deux petites choses qui vont changer. Je commence par la maison individuelle. Si jamais vous aurez à faire, en tout cas votre client, ou bien du coup vous aurez à faire un test d'étanchéité à l'air dans une maison qui n'est pas terminée, je prends l'exemple par exemple un poêle à granulés ou un poêle à bois qui n'est pas encore installé mais qui va être installé. Donc le fait d'installer le poêle impacte la perméabilité à l'air. Et donc, à ce moment-là, si on fait un test alors qu'il n'est pas encore installé, il y aura une pénalisation de 0,3 pour tenir compte du fait que, après, si on installe le poêle, il se pourrait que ce poêle-là ne soit pas étanche, que le conduit n'est pas étanche. Et effectivement, pour tenir compte de ce fait-là, il y aura une pénalisation de 0,3. Ça veut dire que si on fait le test à ce moment-là, au lieu d'être à 0,6, il faut qu'on soit absolument à 0,3. Également pour les collectifs, vous savez que dans 98% en fait, des cas aujourd'hui dans les collectifs, on ne fait pas un test sur l'ensemble du bâtiment. On fait un test par échantillonnage. On a un bâtiment de 10 logements par exemple, on va prendre en fait 3 logements. On va faire un test sur les 3 logements et on fait une moyenne sur ces 3 logements. Désormais dans la RE 2020, si on fait un test par échantillonnage, il y aura une pénalisation de 20%. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire en fait que si on est à 1 avec échantillonnage, on devient 1,2, donc on n'est plus conforme. Donc à ce moment-là, pour être conforme, il faut viser plutôt 0,8 si on veut faire par échantillonnage. Ou sinon, on fait un test sur l'ensemble du bâtiment et à ce moment-là, on pourrait rester à 1. Voilà les deux petits changements. Autre chose également, donc, l'isolation, ça, c'était dans la RT 2012, ça reste. Isolation minimum entre les locaux à occupation continue et discontinue, entre un garage, par exemple, et la maison. Donc, il faut un R, une résistance thermique de 2,6. Le 1/6 de surface vitrée qui reste. Donc, on peut le faire comme ça, ou bien on fait une étude de luminosité pour vérifier qu'on a 300 lux sur 50% des locaux, 100 lux pour 95%, etc. Mais sinon, le plus simple, c'est le 1/6. Les pans thermiques, on va rester sur pratiquement les mêmes seuils qu'on avait. Il y a quelques petits changements, mais vraiment minimes sur la deuxième virgule, enfin sur le centième. Mais c'est aussi par rapport aussi à la surface, parce que quand on divise en fait par la surface habitable, c'est pas la même chose que quand on divise par la surface shown. Ça aussi, ça reste identique à la RT 2012, c'est la partie ouvrable dans des locaux à occupation continue. Par exemple, un salon, vous avez une baie, la baie ne peut pas être une baie fixe ou une fenêtre fixe. Il faut qu'elle puisse s'ouvrir sur 30% de sa surface. Pareil dans une chambre. Si vous avez une chambre, vous ne pouvez pas mettre en fait une fenêtre fixe. Il faut qu'il puisse s'ouvrir sur 30% de sa surface. Et ce pourcentage-là, il est ramené à 10% quand il s'agit en fait de maisons de grande hauteur. Alors, différent de la RT 2012, en tout cas c'est nouveau dans la RE 2020, c'est la vérification des systèmes de ventilation. Donc à la suite de cette vérification qui se paiera à la fin, et je répète, moi je vous conseille vivement en fait de passer, en tout cas de conseiller vos clients à passer sur du semi-rigide ou bien du rigide pour ne pas avoir de problème, parce qu'en fait si on fait le contrôle et qu'il s'avère qu'il y a un souci, généralement c'est trop tard en fait pour refaire, et à ce moment-là en fait le protocole exige une conformité sur la PMC. Donc on est obligé quand même de mettre en conformité et ça va être très compliqué de faire ça à la fin du chantier. Donc voilà, premier volet énergie est terminé. On va passer maintenant en fait sur le volet confort d'été.
Donc, pour le confort d'été, comme je vous ai dit, on va maintenant, ça s'appelle en fait des degrés-heures, on va calculer les heures d'inconfort dans un logement en tenant compte d'un épisode caniculaire sur l'année. Donc, pourquoi faire? Améliorer la prise en compte de l'inconfort estival, imposer une prise en compte du climat futur, parce qu'on se dit en fait avec le réchauffement climatique, vous en doutez bien en fait que probablement il va y avoir des canicules, il va y avoir des épisodes un peu bizarres en fait. Et pour tenir compte de tout ça, bah, il faudra qu'on vérifie que nos demeures puissent en fait résister à tout ça. Inciter aussi à l'utilisation de solutions passives. D'ailleurs, je vous dis en fait que les brasseurs d'air ils sont désormais intégrables dans le calcul réglementaire. Donc, on pourra, s'il y a des brasseurs d'air, on pourra les mettre dans le calcul. Donc, des solutions passives ou bien peu consommatrices pour assurer le confort estival, faire des efforts aussi sur la conception passive pour éviter ou retarder l'installation de systèmes de climatisation actifs une fois la construction livrée. Alors, comment on calcule ce DH? Donc, les degrés-heures d'inconfort, ils évaluent l'inconfort perçu par les occupants. C'est une nouvelle méthode et on va faire quoi? On va faire la somme des écarts entre la température opérative. La température opérative, c'est quoi? C'est la température ressentie par le client. Donc, la somme des écarts entre la température ressentie par le client et la température de confort adaptatif. Température de confort adaptatif, en gros, on dit que bah, la nuit, on ne doit pas dépasser 26 degrés. D'accord? Et la journée, on ne doit pas dépasser 26 à 28 degrés. Et donc, si on dépasse les 26 ou 28 degrés, à ce moment-là, on va comptabiliser les écarts et les heures d'inconfort par rapport à ces seuils-là. C'est un calcul qui est réalisé avec un épisode caniculaire de référence, type celui de 2003, et les résultats du DH influencent le CEP, ça vous l'avez compris, on en a parlé tout à l'heure, par une pénalisation ou bien non, soit une pénalisation, soit il n'y a rien, en consommation de froid et de climatisation en cas de dépassement de 350 degrés heure. Donc, en dessous de 350 degrés heure, on dit que le confort est assuré, donc à ce moment-là, il n'y a pas de pénalisation. Si on dépasse 350 degrés heure, il y aura une pénalisation. Alors, comment on calcule ça? Donc, pour schématiser ici, vous avez ce graphique ici. Donc là, en rouge, vous avez les seuils. Donc, la nuit jusqu'à 6h, 7h du matin et ensuite jusqu'à 22h le soir. Donc, toute cette partie 22h le soir, ici, on est sur un seuil de 27 degrés la journée et sur 26 degrés la nuit. Donc, ce que vous avez ici en noir, c'est le ressenti du client. Donc, tant qu'on est en dessous de cette courbe rouge, on est dans un confort. Dès qu'on va dépasser, ben là, on va comptabiliser les heures. D'accord? On va comptabiliser les degrés heures. Donc, c'est les heures multipliées fois l'écart. D'accord? Et donc, sur toute cette partie-là, ben là, on a comptabilisé 20 degrés heure. D'accord? Donc, 20 degrés heure, ça vient d'où? Ben, c'est l'écart fois donc le temps, l'écart fois le temps, et ça nous donne en fait, donc c'est 20 degrés heure. Et ça sur une journée. Donc vous imaginez bien, tout à l'heure on parlait en fait du seuil de 35 degrés heure à partir duquel il y aura une pénalisation. Ben, si on fait le calcul avec ces 20 degrés heure ici, il faudra 17 jours comme ça et ça y est, on dépasse les 350 degrés. Également, les heures inconfortables pendant l'inoccupation ne sont pas comptabilisées. Alors, l'inoccupation, c'est quoi? Dans le scénario de la réglementation, on dit que l'inoccupation, pardon, dans la semaine, c'est de lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est de 10h à 16h. 16h ou 18h, je ne sais plus. Il faudra que je vérifie, mais en tout cas, c'est de 10h, je crois, à 18h. Mercredi, c'est entre 10h et 14h, l'inoccupation. Et samedi, dimanche, c'est occupation
inoccupation totale. D'accord? Et donc, pendant les heures d'inoccupation, on ne comptabilise pas l'inconfort. Même s'il y a un inconfort, on ne le comptabilise pas. Donc, encore une fois, je reviens sur le fait que ça reste un calcul conventionnel. Évidemment, toutes les personnes ne vont pas avoir ce scénario-là. Mais nous, pour faire notre calcul, on est obligé de s'appuyer sur un scénario. C'est ce qui fait de ce calcul-là un calcul conventionnel. C'est une moyenne pour toute la France. D'accord? Ça ne sera pas très représentatif, en tout cas pour chaque logement. Si on veut faire quelque chose de personnalisé, il faudra faire une simulation thermique dynamique. Et là, à ce moment-là, on regardera le comportement du client, on renseignera son scénario à lui, etc. Donc, je reviens sur les DH. Donc, maintenant, pour les seuils, on a un seuil qui s'appelle le DH max, au-dessus duquel on n'est pas réglementaire, il faut revoir sa copie. D'accord? Et donc, vous savez bien, en fait, pour le confort d'été, il y a l'inertie qui joue, il y a l'orientation, il y a les masques, il y a plein de choses. Et ensuite, en dessous de 350, c'est le seuil le plus bas, on va avoir un confort qui va être assuré. Et entre les deux, entre les 350 et le DH max, il y a une zone orange qui, on dit qu'on est OK réglementaire, mais par contre, il y a un probable inconfort. Et donc, quand on va se retrouver dans cette zone-là, c'est là que la pénalisation du froid va se déclencher pour la consommation, donc pour le CEP et le CEPNR. Alors, pour le DH max, pour la maison individuelle, catégorie 1, on est sur 1250 et catégorie 2, on est sur 1850. C'est quoi catégorie 1 et catégorie 2? Pour moi, en fait, là, vous avez ici l'explication. On a des tableaux aussi pour vérifier si on est dans la catégorie 1 ou catégorie 2. Mais en gros, ça dépend en fait de la zone. Est-ce qu'elle est bruyante ou pas bruyante? Et est-ce qu'on est en fait dans des zones comme les DH2D, H3, etc., inférieures à 400 mètres d'altitude? Et quand on va être dans cette zone-là, on sera à 1850 de DH max. Et quand on va être dans cette catégorie-là, on sera à 1250 de DH max. Mais pour aller jusqu'à 1250, il faut y aller. Par contre, les personnes qui se trouvent ou les logements qui se trouvent dans la zone H2D, H3, c'est les zones en fait qui sont carrément au sud. Donc, ces zones-là, ils vont être quand même très impactés. Et ils vont se rapprocher généralement dangereusement de ces maximums. Par contre, par exemple, ici, nous, dans notre région, la Bretagne, on n'est pas très impacté. Pays de la Loire, on peut dépasser les 350, mais on va être vers les 400, des choses comme ça. On a fait aussi, en fait, d'autres études ailleurs où on n'est pas vraiment très impacté avec ce DH max. Pour le collectif, bon, je vais éviter en fait de lire tout ça. Vous avez ici en fait plusieurs valeurs selon la catégorie, selon s'il y a une climatisation ou pas. Et puis pour tout ce qui est inférieur à 20 mètres carrés en surface moyenne des logements, vous aurez à voir ça. Supérieur à 60 mètres carrés, vous allez avoir ces valeurs-là. Et entre les deux, il y a ici en fait voilà des calculs à faire avec la surface moyenne. Mais bon, voilà, si vous avez besoin, on pourra. De toute façon, c'est un calcul qui se fait chez nous de manière automatique. Donc voilà pour ce qui est en fait du confort d'été. Et donc là, on va passer en fait, si vous voulez, sur le dernier volet qui est le volet carbone, qui va traiter aussi de l'ACV. L'analyse de cycle de vie, c'est la nouvelle étude du coup qu'il va falloir faire avec l'étude énergétique. Donc l'étude énergétique se fera pratiquement de la même manière que ce qu'on faisait dans la RT 2012, avec les contraintes qu'on a évoquées. Mais par contre, l'analyse de cycle de vie, c'est complètement nouveau, en tout cas dans le bâtiment. D'accord? Ça existe depuis pas mal de temps dans pas mal de domaines. Et donc là, aujourd'hui, on l'applique au bâtiment. Et comme c'est nouveau, je vous rassure, en fait, les seuils sur les 3 premières années sont élevés, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut rester sur le même mode constructif que ce qu'on avait en fait avant. Par contre, d'ici 3 ans, les seuils vont commencer à baisser et à ce moment-là, il faudra regarder en fait du coup plus précisément les matériaux, leur impact carbone, etc. Mais je pense que c'est quelque chose, on aura l'habitude de toute façon. Durant la RT 2012, on a eu l'habitude de travailler et de fonctionner, de réfléchir sur les performances énergétiques, d'accord? Et donc là, désormais, il faudra
rentrer en fait dans notre logiciel les performances énergétiques et les performances environnementaux. Donc les performances environnementaux, c'est tout ce qui va relever en fait des émissions carboniques, etc. Donc, au niveau en fait des objectifs, la RE 2020 permet de répondre aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone, ce qu'on appelle la SNBC. Donc, stratégie nationale bas carbone de la France. Son objectif, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre et stocker le carbone. Stocker le carbone, d'ici 2023, il faut, en tout cas parmi les objectifs, c'est d'arriver à moins 49% des émissions de gaz à effet de serre pour les consommations dans les bâtiments, d'accord? Et surtout, d'ici 2050, arriver en fait à la neutralité carbone. Alors, la neutralité carbone, ça ne veut pas dire en fait qu'il n'y aura plus d'émissions de gaz à effet de serre, c'est impossible. Mais par contre, c'est là où le stockage de carbone, en fait, il va rentrer en jeu, c'est-à-dire qu'il faudra d'ici 2050, tout ce qu'on va émettre, qu'on puisse en fait le stocker. Donc, soit le stocker naturellement, donc tout ce qui va être végétal, biosourcé, etc., soit le stocker de manière artificielle. Donc, des travaux existent aujourd'hui pour soit par enfouissement ou dans des puits, etc. Donc, ce sont des choses qui vont se développer dans les années à venir. Le recours aussi à des solutions de stockage temporaire dans la construction, qui permet aussi d'augmenter le stock de carbone de manière pérenne. Alors, l'ACV, évolution réglementaire majeure de la RE 2020, donc il introduit la mesure de la performance environnementale du bâtiment sur son cycle de vie qui va être sur 50 ans. Donc ça, c'est la période de référence qui a été choisie pour la RE 2020. Dans d'autres exemples, on pourrait être sur du 25 ans, sur du 100 ans, mais pour notre réglementation, on est sur une période de 50 ans. Et donc, c'est l'analyse de cycle de vie, c'est surtout le cycle en fait de vie d'un bâtiment, depuis l'extraction des matières premières, la production en fait des matériaux, le transport de ces derniers, la phase chantier, la phase occupation et donc dans les logements, jusqu'à la fin de vie, la destruction, le recyclage, etc. Donc, il faudra comptabiliser les émissions de carbone de tout ça. Et là, on ne parle plus en fait que de l'énergie. On parle de tous les éléments, c'est-à-dire du parpaing que vous allez poser, au regard que vous allez mettre en fait au fin fond du jardin, jusqu'à la vis que vous allez utiliser pour fixer en fait vos rails de placo. Donc, vraiment tous les éléments. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faudra absolument une étroite en fait collaboration entre nous et vous pour pouvoir en fait mener à bien cette analyse de cycle de vie. On est en train de travailler depuis pas mal de temps sur ça pour proposer aussi des choses qui vont nous aider en fait à travailler ensemble et aussi en fait de réduire le temps de travail. Parce qu'en fait, ce qui va être ici important, c'est le temps de travail. Le temps de travail, si on doit faire tout de A à Z, si on n'a rien préparé, l'analyse du cycle de vie, on va vous demander 2 000 € pour la faire parce que ça va demander énormément en fait de temps. Et donc nous, on est en train de travailler là-dessus pour essayer d'avoir des méthodes efficaces, des méthodes qui vont nous permettre aussi nous d'aller vite et de réduire donc ce temps de travail pour non plus, voilà, pour pas impacter le prix des études par rapport à ça. Donc l'analyse de cycle de vie, si je donne ici en fait un exemple pour tout ce qui est isolation, l'isolant en chambre par exemple, ça va commencer depuis la fabrication des graines, l'itinéraire culturaux, la production du chanvre, la séparation des fibres, l'assemblage des matériaux, l'utilisation de l'isolation du coup donc de cet isolant dans le bâtiment et puis sa fin de vie à la fin. Et donc, sur l'ensemble de ce cycle-là, on va comptabiliser en fait les émissions de gaz à effet de serre qui se sont cumulées tout au long de ce cycle. Et donc, dans le bâtiment, concrètement, cet indicateur, du coup, pour l'ACV, ça se calcule comment? Ce qu'on appelle en fait le IC composant, c'est en kilogrammes équivalent CO2 par mètre carré. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait eu tout à l'heure en fait dans le IC énergie. Donc le IC énergie, c'était les émissions du coup en kilogrammes équivalent CO2
par mètre carré, mais par contre, ça correspondait en fait à la consommation énergétique. Là, cette fois-ci, ça va correspondre en fait, excusez-moi, ça va correspondre en fait aux éléments de la construction. Et donc, comment on va calculer ça? Il y aura un facteur d'adaptation, qu'on va voir après c'est quoi, qui va multiplier fois la quantité de l'élément, qui va être en mètres linéaires, ou bien en mètres carrés, en mètres cubes, ou bien en kilogrammes, les données environnementales de chaque élément. Et ça va nous donner en fait notre IC composant. Donc, cette analyse de cycle de vie se fait sur 13 lots, donc la VRD, les fondations, la superstructure, la maçonnerie, la couverture, étanchéité, charpente et zinguerie, les cloisonnements, les doublages, les plafonds suspendus, les menuiseries intérieures, les façades et les menuiseries extérieures, les revêtements des sols, murs et plafonds, chapes, peintures, décorations, CVC eau chaude sanitaire, installation sanitaire, réseau d'énergie courant fort, courant faible, appareil élévateur et équipement de production locale d'électricité. Vous imaginez bien, en fait, là, on a 13 lots et pour chaque lot, on aura plusieurs sous-lots encore, en fait, à déterminer. Et pour chaque sous-lot, on aura plusieurs lignes, en fait, à déterminer. D'accord? Alors, je reviens sur du coup le facteur d'adaptation. C'est quoi le facteur d'adaptation? Comme vous avez vu par exemple tout à l'heure, on a parlé d'une période en fait de référence de 50 ans. Alors 50 ans, mais des fois vous allez trouver des éléments comme par exemple la moquette. Si on prend la moquette, ben, sa durée de vie en fait de référence c'est 25 ans. D'accord? Et donc, si on prend sa fiche environnementale, on va la voir, c'est ce produit-là, donc cette moquette-là, elle va émettre tant de CO2, mais sur 25 ans. OK? Et donc, nous, en fait, notre période de référence, c'est 50 ans et non pas 25 ans. Donc là, le facteur d'adaptation, ce sera 2, pour tenir compte qu'on doit faire ça sur 2, donc 2 fois 25 pour arriver en fait. Donc, ce facteur d'adaptation, ça peut être par rapport à la durée de vie, ça peut être aussi par rapport à la pondération dynamique, parce que l'analyse de cycle de vie se fait de manière dynamique et pas de manière statique. Donc, tenir compte du stockage, notamment pour tout ce qui est biosourcé. Adaptation aussi par rapport aux unités. Des fois, on doit en fait du kilogramme au mètre cube ou bien, je ne sais pas, voilà, des conversions entre unités qu'on doit faire. Taux d'affectation de la quantité du bâtiment étudié, etc. Donc, ce facteur d'adaptation, ça peut être plusieurs choses, mais pour adapter du coup la fiche environnementale du produit à ce qu'on a besoin, nous, dans l'analyse de cycle de vie. Ensuite, du coup, la quantité qu'il va falloir renseigner pour chaque matériel. Donc là, je vous ai montré ici le lot 3. Donc, dans le lot 3, il va y avoir plusieurs solos. On a ici les éléments horizontaux, plancher, dalles, les éléments, les poutres, les façades, les refonds, les poteaux, etc. Et pour chaque élément, on va avoir des lignes et des lignes en fait à écrire. Donc, pour chaque élément et pour chaque ligne qu'on va écrire, il faudra qu'on mette à côté un quantitatif. Et c'est là où on va avoir besoin de vous, donc pour voir comment on fait pour ces quantitatifs. Est-ce que vous les faites? Est-ce que vous les faites pas? Est-ce qu'il y a un économiste en fait dans la construction qui peut nous transmettre ces quantitatifs? Est-ce qu'il va falloir qu'on les fasse nous, qu'on les détermine à partir de quoi? À partir des plans, etc. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là auxquelles on essaie aujourd'hui en fait de répondre, et on est en train de préparer, comme je vous ai dit, en fait des choses qui vont permettre en fait d'aller plus vite et qui vont nous permettre aussi en fait de trouver donc des moyens de travail ensemble. Et puis pour les données environnementales, il va y avoir des données, ce qu'on appelle des données par défaut, donc des modules de données environnementales par défaut qui vont être consacrés à des fabricants, des fournisseurs qui n'ont pas pu faire en fait leur propre fiche environnementale. Et donc, s'ils n'ont pas leur propre fiche environnementale, on va aller piocher dans des données environnementales qui sont faites par le CSTB et qui sont des données environnementales par défaut. Et par définition, si c'est par défaut, forcément, c'est plus défavorable. D'accord? Ensuite, il y aura aussi des données environnementales, ce qu'on appelle les FDES, donc les fiches
de déclaration environnementale sanitaire, ou bien des PEP, c'est les profils pour les équipements. Donc ça concerne les équipements et ça concerne en fait les matériaux. Donc ces fiches qui peuvent être faits par des syndicats ou des associations de professionnels comme la CERIB, la SMBPE. Et donc là, on aura des fiches qui vont être moins défavorables que les fiches par défaut, mais encore, c'est pas tout à fait. Mais on pourra quand même en fait les utiliser, ça sera bénéfique pour le projet. Et puis le dernier, ce sont les fiches spécifiques et propres au produit, même à la marque et au modèle. Et donc à ce moment-là, quand on va aller en fait les chercher, on va trouver du coup ces valeurs qui sont spécifiques au modèle et qui vont forcément être beaucoup plus favorables. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir en fait la base INIES. Donc la base INIES, c'est une base en fait que vous pouvez consulter sur Internet, inies.fr. Il n'y a même pas besoin en fait de s'inscrire, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, ouvrir un compte ou quoi. Mais par contre, vous pouvez consulter dans cette base. Donc INIES, je l'avais marqué ici. Vous l'avez ici. Donc inies.fr, bon, accueil. OK. Et donc, en allant sur ce site-là, vous pouvez en fait vérifier. Par exemple, si vous tapez dans la recherche GR32, vous allez retrouver en fait du coup la fiche en question. D'accord? Je pourrais d'ailleurs vous le montrer si vous voulez bien. Donc, la base INIES, c'est celle-là. D'accord? Vous avez ici donc consulter. Et donc, quand on va consulter cette base, on va arriver sur une espèce annuaire en fait de tous les matériaux et vous avez ici rechercher un produit. Et donc ici en fait on peut, je sais pas moi, GR32 par exemple, si je tape GR32, je sais pas pourquoi je parle beaucoup de GR32, mais en tout cas GR32 ici vous avez en fait des fiches, c'est marqué individuel. D'accord? Donc c'est un globin individuel et vous avez après pour chaque matériau, vous allez en avoir également pour chaque épaisseur, etc. Donc là, vous avez ici en fait donc plusieurs produits de la GR32, craft ou pas, etc. Par contre, si je prends plâtre, par exemple, donc là, en tapant plâtre, ben, je vais tomber ici sur des éléments donnés par défaut qui vont être forcément plus défavorables. J'ai ici une fiche individuelle pour un plancher, OK, placo, section, etc. Et j'en ai aussi ici, j'en ai ici en fait par défaut, etc. Donc vous allez en avoir par défaut, vous allez en avoir également par donc des données individuelles. On peut très bien venir ici à gauche dire quel est le type de déclaration que je veux. Est-ce que c'est des fiches individuelles, collectives ou bien par défaut? Si je marque que je veux que des fiches individuelles, donc à ce moment-là, lui, il va me sortir uniquement en fait les éléments qui ont des fiches en fait individuelles qu'on a dit qu'ils vont être beaucoup plus favorables. Alors, nous, qu'est-ce qui nous intéresse en fait là-dedans? Ce qui nous intéresse réellement là-dedans, c'est donc une fois qu'on a cliqué sur la fiche, on arrive ici sur indicateur et vous avez ici en fait l'indicateur qui correspond à l'équivalence en CO2. D'accord? Et donc là, vous avez plusieurs étapes, étape de production, processus de construction, étape d'utilisation, étape de fin de vie et vous avez ici le total de cycle de vie. Vous pouvez également donc ici dans les informations générales, vous allez avoir ici une identification de la fiche en question et vous pouvez également la télécharger en tant que fiche. Vous pouvez prendre en fait les éléments qui correspondent du coup aux données environnementales. Vous pouvez les rajouter en fait dans vos dossiers de consultation. Comme je vous ai dit désormais, à mon avis, ce qu'il faudra faire aujourd'hui dans les dossiers de consultation, c'est de proposer en fait du coup, voilà, je veux ce produit-là avec ses performances énergétiques et également avec ses performances environnementales. Donc désormais, à mon avis, il faudra travailler comme ça. Donc voilà. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me poser en fait des questions. Donc une fois qu'on a les données environnementales, donc à ce moment-là, on va pouvoir calculer le IC énergie, donc l'impact du chantier, l'impact des composants, l'impact de l'énergie qu'on avait déjà calculé, l'impact de l'eau et tout ça, ça va faire ici notre impact
du bâtiment. Alors, pour les seuils, on a déjà vu pour le ici, énergie, ici, on est sur 160 pour les maisons individuelles et 560 pour les collectifs. Ça, c'est pour l'impact carbone énergie. Et pour l'impact carbone de la construction, donc là, on a des valeurs ici, d'ici, donc sur les 3 premières années, pour la maison individuelle ou accolée, on va être sur 640 kg équivalent CO2 par mètre carré. D'accord? Et sur les logements collectifs, on va être sur 740. Et puis ensuite, au fur et à mesure, donc ces seuils-là, ils vont baisser au fur et à mesure en fait de l'avancée des années. Alors pour la bonne pratique en fait et la phase en phase de conception, en phase d'esquisse, il faudra vraiment faire très attention à la conception bioclimatique, les formes, l'orientation, les surfaces vitrées, etc. Parce que c'est ça qui va en fait vraiment en fait par la suite ça va conditionner est-ce qu'on doit faire un effort important en termes d'isolation ou pas. Si la conception est bien faite, mais je parle vraiment du côté énergétique, hein, parce que le côté architectural, je sais que des fois, il peut y avoir des choses un peu en contradiction entre ce qu'on va vouloir faire en esthétique et ce qu'il faudra faire en énergétique. Mais en tout cas, il faut trouver en tout cas un terrain d'entente, pour ne pas faire un effort considérable en termes d'isolation. En phase d'APS, CPC, études de faisabilité, choix et systèmes systèmes énergétiques, calcul du BBO et DH, précalcul de l'ACV, définition du système constructif. Et puis, dans cette phase-là, on va générer l'attestation BBO et DH à ce moment-là. Et puis, on va fournir aussi, le client va fournir l'engagement à réaliser l'étude ACV avant de démarrer les travaux. En phase APD, donc calcul énergie et choix des produits et des équipements définitifs. Et puis analyse des produits et des éléments au regard de leur impact environnemental avec une mise à jour en fait de l'ACV ou bien la réalisation pour la première fois de l'ACV. Mais moi, ce que je conseille vraiment en fait de commencer ici avec une analyse de cycle de vie, même si ça va être estimatif, quitte à la modifier par la suite et la mettre à jour. En pro et DCE, rédaction des CCTP avec l'indication des performances énergétiques pour la partie énergie et l'indication des performances environnementales des équipements et des produits pour la partie carbone. Ensuite, voilà, analyse des offres vis-à-vis des performances énergétiques visées en ACT et analyse des offres des entreprises vis-à-vis des performances environnementales. En phase visa, du coup, validation à ce moment-là des variantes proposées au regard des objectifs énergétiques et la même chose au regard des objectifs environnementaux. Donc, environnementaux, hein, je viens de voir que donc performance environnementale, objectifs environnementaux. En phase DET, du coup, collecte des bons de livraison, isolation et menuiserie et équipement CVC, CFO et plomberie pour vérifier en fait du coup notre analyse de cycle de vie et notre étude thermique, et puis collecte aussi des bons de livraison si c'est possible de tous les matériaux. Et puis à la fin du chantier, attestation de fin de chantier, vérification du coup des valeurs énergétiques, des valeurs carbone, étanchéité à l'air, contrôle de VMC, etc. Donc voilà, on arrive en fait là à la fin de ce webinaire, en tout cas de ce côté-là. Et on va faire en fait du coup l'étude, on va présenter en fait les études de cas. Alors, les études de cas, comme je vous ai dit, on va vous présenter en fait un projet, ce que ça donnait en RT 2012, ce que ça donne en RE 2020, des solutions gratuites pour que ça passe en fait en RE 2020. Et si on n'arrive pas à mettre en place ces solutions gratuites, ce qu'il faudra faire comme effort pour passer en fait en RE 2020. Voilà, donc là on a en fait une maison, donc une maison plein pied avec une orientation, je peux vous faire ici un zoom. Donc voilà, on est ici en fait orienté sud-ouest. Une maison de plein pied de toutes les manières, elle est par définition pas compacte. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça.
Donc ça, c'est une maison qui a une compacité de 3,17. Donc la compacité, c'est quelque chose en fait que nous, on calcule avec la formule ici. On prend en fait toute la surface des parois déperditifs, donc les parois en fait qui donnent en fait sur l'extérieur, les parois, donc les murs, les planchers, les plafonds, d'accord? Donc toutes ces parois-là, on fait la somme de leur surface et on divise ça par la surface du projet, d'accord? Et ça va nous donner ici une valeur. Moi, ce que je vous conseille, c'est de se rapprocher en fait d'une valeur de 2,5 à 2,6 en termes de compacité. Sachant que 2,5 et 2,6, c'est pas quelque chose en fait de, c'est pas un cube, d'accord? 2,5, 2,6, c'est une maison avec des décrochés, mais par contre c'est une maison quand même qui va être plus ou moins compacte. Si on peut faire un cube, tant mieux, hein, moi je dis rien. En tout cas, cette maison-là, on avait une ventilation Oseo microwatt ici, poêle à granulés avec sèche-serviette, ballon thermodynamique hors volume chauffé. En termes d'isolation, on était sur 3,85 et une ETI 1,80. Bon, pour une maison plein pied, c'était pas vraiment l'idéal, mais le client voulait absolument ça. Plancher bas, on était sur un UP27 avec des rupteurs, donc il n'y avait pas d'isolation sous chape. Et plafond comble, on était sur 400 dolènes de verre. Et pour la toiture terrasse, on était sur 120 de polyuréthane avec 300 de l'IPR. En termes ici, en fait, de résultats pour le bio, on a ici en fait de résultats pour le bio, on est à 10% de gain ici et à 0,6 de gain, on était sur un poêle à griller avec ses serviettes. D'accord? Oui, ça coupe un peu. Je ne sais pas si vous m'entendez en fait. Est-ce que vous m'entendez bien? La connexion un peu. Ouais. Donc j'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Donc moi je continue. Si vous n'entendez pas très bien, faites-le moi savoir dans le chat. Du coup, on a pris en fait cette maison-là et on a fait en fait le calcul en RE 2020. Et donc là tout de suite, on voit bien ici que le BBO ne passe plus et on est à moins 32%. Du coup, voilà, défavorable par rapport en fait au BBO Max. Le BBO Max, il est de 53 et le BBO ici projet, il est de 70,1. Donc une maison comme ça, je vous remets en fait, donc on avait une bonne isolation quand même pour les murs, le plancher, le plafond, etc. On était sur un poêle à granulés, un ballon thermodynamique et ça passe plus en fait en RE 2020. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, ce qu'on a fait en fait dans un premier temps, c'est qu'on a pris ce projet-là, on avait vu que la compacité, elle était de 3,17 et on s'était dit, bah, si ce projet-là n'était pas du tout comme ça, mais il était plutôt pour la même surface, avec la même orientation, on va le rendre en fait compact. Et donc, on a réduit la compacité de 3,17 à 1,87 et là, comme par magie, on est conforme et on est conforme avec 18,8%. On n'a rien changé, on n'a pas changé d'isolation, on n'a pas changé l'orientation, on n'a pas changé les masques, on n'a rien changé. La seule chose, c'est qu'on a changé la compacité en faisant en fait quelque chose de, voilà, de cubique. Donc, on a réduit la compacité de 3,17 à 1,87 et forcément, le BBO est beaucoup plus favorable. D'accord? Maintenant, imaginons en fait que sur ce projet-là, bah, on ne pouvait pas faire autrement et que le client, il veut absolument quand même un projet comme ça. On va voir en fait par la suite quels sont en fait ce qu'on va pouvoir faire. Donc, deuxième cas, étude de cas. Donc, on a ici un projet, voilà, avec Oseo microwatt pour la VMC, pompe à chaleur avec plancher chauffant rez-de-chaussée et radiateur à l'étage. Isolation par l'intérieur avec 142 laines de verre, UP27 et une isolation sous chape pour le plancher chauffant, 402 laines de verre et puis 80 de polyuréthane et 210 BR, et des menuiseries avec un UW de 1,5. Au niveau de la compacité, on est à 2,91. Là, ça passait très bien dans la RT 2012, on était à 14% de gain en BBO et on était à 23% de gain en CEP. Quand on passe dans la RT et dans la RE 2020, sans amélioration, on est à moins 29% en BBO. Alors qu'ici, on était déjà à combien? On était à 14% de gain en BBO.
Et là, en passant dans la RE 2020, on est à moins 29% de gains, enfin de gains du coup négatif. D'accord? Alors le reste, moi je ne le regarde pas trop parce que de toute façon, je sais qu'une fois le BBO va être conforme, le reste généralement ça suit. Aussi une chose, ça c'est une maison qui se trouve en fait dans le 35. Au niveau du DH, on est à 270. Et donc si vous vous rappelez en fait ce qu'on avait dit par rapport au confort d'été, quand on est inférieur à 350, bah ça déclenche pas en fait la pénalisation de la consommation. Donc là on est très très bien, on est même très très loin en fait des 1250 degrés heure du DH max, d'accord? Ça a été d'ailleurs le cas aussi pour le premier cas. Et donc là, c'est pareil. On s'était dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce projet? Cette fois-ci, on a baissé ici en fait la capacité de 2,91 à 1,97. Alors, je vous rappelle comment on baisse en fait cette capacité, c'est-à-dire que on retravaille en fait le projet en le rendant compact, mais en gardant la même surface. D'accord? Par contre, au niveau de l'orientation, le projet n'était pas très bien orienté. On avait une domination ouest, ce qui n'était pas génial, et on avait très peu en fait du coup de fenêtres au sud. Donc, on a amélioré également l'orientation en mettant 50% au sud, 20% à l'ouest, 20% à l'est et 10% au nord. Et en faisant donc ces deux changements-là, en gardant la même isolation, les mêmes équipements, tout ce qu'on avait dans la RT 2012, on est conforme avec 22% de gains en BBO, 39% de gains en CEP, 17% de gains en CEPNR. Tout est conforme, le projet est plus que conforme en RE 2020. Maintenant, si on veut faire autrement, en gardant la même maison, la même capacité, la même orientation, et en changeant uniquement l'isolation. Ben là, il fallait passer sur de la brique, alors qu'avant, on était sur du parpaing. Isolation par l'intérieur hein, en 160, alors que tout à l'heure, on était en 140. UP27, on l'a gardé, mais par contre, au lieu de 48, TMS 48, on est passé sur un TMS de 100. Pour les combles, on est resté sur 400 mm. Par contre, pour les plafonds, on est passé sur 120 et 300 de laine de verre. Et pour les menuiseries, on est passé sur un UW de 1,5 à un UW de 1,3. Et là, on est bien sûr, on est conforme partout. Par contre, on est limite conforme. C'est-à-dire, avec tous ces efforts-là, on est à peine conforme à 0,2. D'accord? Donc, effectivement, le fait d'avoir une maison compacte qui n'est pas bien orientée va faire qu'il va falloir faire un effort d'isolation considérable pour au moins avoir en fait la conformité. Et comme on sait que des projets réglementaires ou des projets de bâtiments, ça bouge tout le temps, si on est vraiment au fil de rasoir ici, ça veut dire que ce qu'on va mettre à ce moment-là, il faudra pas du tout le bouger. Nous, généralement, on préfère avoir quand même 5 à 10% en fait, du coût de marge au cas où il y a des choses à changer au cours de chantier. Troisième cas de figure, donc toujours même principe. Donc là, on est sur une isolation égro-cosy basse consommation avec une pompe à chaleur duo pour le chauffage et l'eau chaude. Parpaing et isolation intérieure en 140, UP27 et un TMS 56 pour le plancher chauffant, 400 mm pour les combles et 120 de polyuréthane. Ça, c'était une dalle toiture terrasse, donc 120 de polyuréthane et 100 de laine de verre en dessous et un UW de 1,5. Donc, ça passait très bien en RT 2012, 19%, 29% de gains sur le CEP, 19% voire 20% de gains sur le BBO. Par contre, au niveau de la capacité, on était à 2,94. Rappelez-vous, moi, je vous avais dit, il faut être vers les 2,5. À ce moment-là, on commence à avoir quelque chose de correct. Donc, 2,94, en le passant dans la RE 2020, DH, d'ailleurs, il dépasse un petit peu. On est à 375,6, d'accord. Le CEP, CEPNR, on était conforme. Par contre, le BBO, on n'est pas conforme. On avait un gain de 19% tout à l'heure. Là, on a un déficit de moins 19%. D'accord? Et donc là, pareil, qu'est-ce qu'on peut faire? On a refait la même chose que ce qu'on a fait en fait dans le deuxième cas. On a amélioré la capacité de 2,94 à 2,27
on a réorienté en fait les baies et à ce moment-là, on passe au vert au niveau du BBO avec 7,7% de gain. Et si on veut pas faire en fait la même chose, si on veut garder le bâtiment tel qu'il était, à ce moment-là, il faudra de la brique à 1,25 par exemple, avec 140 de laine de verre, passer du UP27 à un UP19, TMS 56, on a gardé le même TMS. Au niveau des combles, on va passer sur 400 mm, mais par contre de l'EBR confort ISO 35 par exemple, qui va nous donner une meilleure résistance thermique. Et puis un plafond terrasse ici en 140 de polyuréthane avec 100 de laine de verre. Et en PVC, on est sur du 1,3. D'accord? Et donc à ce moment-là, on passe pareil tout juste à 1% malgré tout l'effort qu'on a fait. OK? Alors, quatrième cas de figure, pareil, du coup, là, on est sur une Oseo Flat EcoWatt 2 pour la VMC, une chaudière gaz cette fois-ci. Là, c'est intéressant de voir en fait la chaudière gaz, quel est l'impact dans la RE2020. Et puis, un ballon thermodynamique ici, isolation par l'intérieur avec du parpaing, et donc isolation en 140, UP27 et un isolant de 2,15 sous chape. 400 mm de laine de verre avec un R de 10 et 120 de polyuréthane en étanchéité et 100 de laine de verre en dessous, des menuiseries avec un UW de 1,6. Pareil au niveau compacité, on est ici sur 2,91, d'accord? Malgré que ici on avait quand même un garage qui était sur le côté, mais par contre la maison elle est en L, elle est bien allongée, etc. Il y a quelque chose que je vais revenir, j'espère que je ne vais pas vous perturber, mais juste en fait revenir sur ce cas-là. Donc le cas numéro 2, ici ce qui a impacté vraiment en fait ce projet-là, c'est aussi en fait le garage intégré. Moi je vous conseille aussi par rapport à ça, essayez en fait au maximum de mettre en fait un garage voilà, qui n'est pas intégré, un garage en fait déporté. Donc là, on a le plafond du coup le plancher pardon de l'étage qui va donner sur le garage. Ça crée du coup des planchers bas, des perditifs supplémentaires, des pans thermiques également supplémentaires. Donc il vaut mieux en fait éviter ça. Par exemple, dans ce troisième cas ici, là vous voyez le garage elle est sur le côté, donc on n'a pas ici en fait du coup d'étage au-dessus. On va avoir ici le mur de la maison qui va donner en fait sur le garage et c'est tout. Et donc on aura moins de déperdition. Également sur ce projet-là, on a ici en fait un garage déporté, mais par contre la maison elle est quand même en L avec un décroché ici qui va créer ici des pans thermiques, ce qu'on appelle les L10, etc. Et donc au niveau compacité, on est à 2,91. 2,91, donc sans amélioration, on n'est pas conforme. BBio, on est à moins 11,9%. CEP-NR, n'oubliez pas qu'on est sur ce cas de figure, on est en gaz. Donc CEP-NR, on est à 52. D'accord? Bon, on n'est pas très loin. Je pense que si j'améliore le BBO, je pourrais également améliorer le CEP-NR pour le gaz. Par contre, quand je regarde ici le IC énergie, là, je vois que je suis à 301 et que le IC énergie max que je dois du coup avoir, c'est 128. Et je suis à moins 134,8%. Ça va être très compliqué en fait du coup à régler ce problème. On va voir. Donc là, on a réglé, on a en tout cas amélioré la compacité, encore pareil que tout à l'heure. Vous voyez, après, dans les autres cas, il y aura d'autres choses qu'on va essayer. Mais pour l'instant, ce qui coûte le moins cher, c'est la conception, c'est la compacité, l'orientation. On va dire c'est ce qui va nous coûter le moins cher. Et donc là, en améliorant la compacité et l'orientation, on passe du coup au niveau BBio avec 9%, alors que tout à l'heure, on était à moins 19%. Au niveau de CEP, on est à 45 au lieu de 60. Au niveau de CEPNR, je ne suis pas très loin. Donc, c'est pas vraiment, c'est là où ça coince. Par contre, quand je regarde le IC énergie, malgré l'amélioration, ben, le IC énergie, il est toujours pas conforme et avec moins 85%. Donc là, c'est vraiment cause perdue. Je pourrais jamais en fait améliorer du coup et faire rentrer en fait ma chaudière gaz. Et donc, si jamais je change rien par rapport à ce que j'avais avant, sauf
pour la partie chauffage, je dois mettre en fait une pompe à chaleur. Donc, je garde la même isolation que tout à l'heure. Pardon. Si je change rien en termes de conception, mais par contre, je change en fait du coup l'isolation. Donc, j'améliore l'isolation ici avec de la brique, avec 140 de laine de verre, UP27 et TMS 200, 400 de laine de verre en R avec un R210, 100 de polyuréthane et un R225, en PVC les menuiseries au lieu de l'alu avec un UW de 1.3 et une pompe à chaleur double service qui va faire chauffage et eau chaude sanitaire. Donc là, quand même, quand on regarde, c'est quelque chose qui est quand même faisable en fait avec ces éléments-là. Mais on est quand même à 3%, 3,4% de gain en B-bio. Après le reste, voilà, tout est conforme. Le IC énergie qui ne fonctionnait pas tout à l'heure, donc maintenant on est bon avec la pompe à chaleur, on est à 44,6 au lieu de 128,3. Le CEPNR qui fonctionnait pas tout à l'heure, on est avec 17,5% de gain, malgré qu'au niveau du B-bio, on n'a que 3%. Donc voilà pour ce cas de figure. Donc le cinquième cas de figure, là, on a une maison du coup à étage. À première vue, cette maison, en fait, elle apparaît quand même bien plus compacte que les autres. Et effectivement, ici, on est à 2,73. Mais les 2,73, pourquoi? Parce qu'en fait, on avait ici un cellier. D'ailleurs, moi, j'aurais pu en fait conseiller en fait à mon client de lui dire, cette partie arrière cuisine ou cellier, je ne sais pas exactement, cette partie-là, au lieu de la laisser en fait du coup dans le volume chauffé, on isole ici et on l'enlève en fait du volume chauffé, ce qui nous permet de faire un calcul uniquement sur ce cube-là et ce qui va améliorer davantage la compacité et forcément davantage en fait le calcul. D'accord? Donc là, ce n'était pas le cas. On avait aussi considéré du coup ce petit volume-là en plus, ce qui fait qu'effectivement, au niveau de la compacité, on est quand même à 2,73. Bon, c'est mieux que ce qu'on avait avant, mais quand même, c'est pas terrible. Par contre, au niveau orientation, c'était pas du tout ça. Mais malgré ça, en B-bio, on passait à 21%, en CEP, on est à 24%, avec une Atlantique Hygrocosi, une pompe à chaleur double service, de la brique et avec 315, donc 100 mm de laine de verre dans les murs, polyuréthane 80 et 400 de laine de verre au niveau des plafonds et de l'alu à 1,4. Et quand on passe en fait en RE2020, là, patatras, ça ne fonctionne plus. Et même au niveau des DH, là, c'était, je crois, dans le 44, ce projet-là. Et donc, au niveau des DH, on n'est pas non plus très bon. Il y aura une pénalisation, en fait, dans le CEP. Mais on voit quand même que malgré la pénalisation, bon, au niveau du CEP, on est bon. Et donc, si on change ici, on a dit on va quand même garder cette compacité, ou en tout cas cette valeur de compacité de 2,71, on a dit on ne va pas la toucher. Par contre, on va essayer de changer autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé l'orientation, on a mis 60% de B au sud, 15% et 15% est-ouest et 10% au nord. Et on a changé les volets roulants, on les a mis en automatique. Donc là, vous savez, en fait, c'est quelque chose qui se développe vachement beaucoup en ce moment. Et donc, avec des volets roulants automatiques, on peut également gagner pas mal de points aujourd'hui. Donc, les volets roulants automatiques, vous allez voir, ils vont avoir aussi un impact sur le DH. On était à 494 ici. Et malgré que j'ai orienté ou j'ai mis un maximum de B ici au sud, le DH, il a baissé. Pourquoi? Grâce à cette gestion automatique des volets roulants. Et donc, avec ces deux changements-là, orientation et volet roulant automatique, on est conforme. Bon, on est tout juste conforme. Si je veux avoir plus de gains, j'aurais pu rajouter ici de la compacité, mais c'était l'idée. En fait, de toute façon, on a compris que la compacité joue un rôle important. Le CEP, du coup, il fonctionne. Le CEPNR, il fonctionne. Donc, tout fonctionne rien qu'en changeant l'orientation et les volets roulants. Et si on ne veut pas changer l'orientation, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? À ce moment-là, on reste sur de la brique, mais par contre, au lieu de 100 mm de laine de verre, on passe à 160.
Au niveau du plancher bas, au lieu de 80, on passe à 100 de polyuréthane. Au niveau du plafond, au lieu de l'IBR normal, on passe sur de l'IBR isoconfort avec une résistance de 11,4. Et au niveau du PVC, 1,2 au lieu de 1,4 qu'on avait tout à l'heure. Et donc là, on passe juste avec 0,8%. Voilà. Donc vraiment, on ne veut pas en fait se retrouver dans ces cas de figure parce que là, vraiment 0,8%, le projet, il est limite. Moi, je préfère quand même avoir 5 à 10% en fait de gains. Et pour ça, il faudra travailler en fait la conception. Un autre projet ici, plein pied, avec ici une capacité qui était à 3,42. D'accord, une compacité voilà, qui n'est pas bonne du tout. Au niveau de l'isolation, on se retrouve sur la même isolation que tout à l'heure, les mêmes équipements qu'on a vu dans le 5e cas. En RT 2012, on passait très bien. Et quand on passe en RE 2020, bah là, on est à moins 24%. D'accord, avec un DH aussi à 535,9. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Ben, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui ne coûte pas aussi d'argent? La perméabilité. Et si je mettais la perméabilité à 0,25, qui est une valeur… alors, j'ai mis exactement 0,25 parce que ce projet-là, en fait, c'est un projet du coup d'un client à nous. À la fin du chantier, on a eu ce résultat-là. On a eu 0,25. Mais bon, c'est un résultat qui est très, très optimiste. Hein. C'est vraiment, quand on arrive à 0,25, on est quasiment sur des records, malgré qu'on a eu aussi des résultats de 0,11, de 0,14. Mais 0,25, voilà, c'est très risqué en fait de faire ça dès le départ. Mais on a voulu quand même voir l'impact de la perméabilité. On a changé uniquement la perméabilité en la mettant à 0,25. On a forcément gagné, mais on n'est toujours pas conforme. Mais par contre, quand on compare le résultat qu'on avait ici, on était à 81,9 et avec 0,25 dans la perméabilité, on passe à 72,1. On gagne quasiment 10 points en PBO. Donc 10 points en passant la perméabilité de 0,6 à 0,25. D'accord? Et donc, après, on s'était dit, qu'est-ce qu'on peut faire autrement pour le rendre aussi conforme. Donc là, au niveau de la compacité, on a joué un petit peu, mais pas beaucoup. Vous voyez, on a passé la compacité de 3,42 à 3,10. Alors, pourquoi on n'a pas une compacité qui est très basse? Parce que là, on a fait un carré, mais un carré plein pied. Et de toutes les un plein pied sera toujours moins compact qu'un bâtiment à étage. Au niveau de l'orientation, du coup, on est sur 60%, 15 et 15 est-ouest et 10% au nord, avec des volets roulants automatiques. Et donc, à ce moment-là, on est conforme avec 13,5% de gain, malgré la compacité qui est quand même de 3,10. Alors que moi, je vous conseillais en fait d'avoir des capacités aux alentours de 0,5, 0,6. Pardon, 2,5, 2,6. D'accord? Et donc là, au niveau de la compacité, on est à 3,10, donc ce n'est pas une bonne compacité, mais par contre, avec une bonne orientation, avec des volets roulants automatiques, on arrive quand même à avoir un projet qui est conforme. Et même si vous avez remarqué, le DH aussi a été amélioré. Donc là, le DH, on était à 535. Donc là, on passe à 540. Avec des volets roulants automatiques, on prend quasiment, en fait, on gagne à peu près 100 degrés heure aux alentours, entre 90 et 100 degrés heure, rien qu'avec des volets roulants automatiques. Donc, ça peut valoir le coup sur certains projets, surtout que je ne pense pas que c'est le poste qui va coûter le plus cher dans le logement. Et puis, si on veut rien toucher en fait au projet depuis le départ, donc là, c'est une proposition aussi. Donc, il faut passer sur de la brique à 1,15, 160 de laine de verre, 120 de polyuréthane en plancher bas, d'IBR confort avec 400 mm d'épaisseur en plafond, du PVC avec un UW de 1,2 et puis améliorer aussi la perméabilité à 0,4. Et à ce moment-là, on se retrouve avec un projet qui est quand même aux alentours des 5%. Que moi je souhaite avoir dans les projets pour ne pas avoir de mauvaises surprises, même si voilà, tant que c'est vers ici, pour moi c'est conforme, mais c'est juste pour éviter d'avoir des mauvaises surprises par la suite, ou bien le client qui pourra plus rien changer par la suite. Et donc là, à la limite, on est à 4,9%,
mais je pense que si on était à 0,6, on passerait quand même, avec moins de pourcentage ici, mais on passerait. Et puis le dernier cas de figure, alors le dernier cas de figure, c'est peut-être un cas de figure en fait d'espoir. Ce projet-là que vous voyez en fait devant vous, sans regarder en bas, on a l'impression qu'il n'est pas du tout compact. C'est l'impression que j'ai eue aussi en fait avant de voir les résultats. Mais par contre, en fait, quand j'ai regardé les résultats, j'ai trouvé en fait qu'au niveau de la compacité quand même, on est à 2,69. D'accord? Et j'ai recalculé en fait l'indice de compacité à la main avec une calculatrice et je retombe en fait sur les mêmes valeurs, donc il n'y avait pas d'erreur là-dessus. Donc je vous invite moi dans vos projets à calculer cet indice-là parce que cet indice-là va vous permettre en fait par la suite de savoir et de dire au client est-ce que il va y avoir un effort au niveau d'isolation qui va être important ou pas. Si son indice de compacité est faible, il n'y aura pas vraiment beaucoup d'efforts par rapport à ce qu'on faisait en RT 2012. Par contre, si l'indice de compacité est fort, donc 2,90, 3, etc., 2,80 aussi, donc à ce moment-là, forcément, il va y avoir un effort supplémentaire par rapport à ce qu'on faisait en fait en RT 2012. Donc là, c'est un projet qui était déjà avec de la brique, sans de laine de verre, avec de la brique plâtrière, polyuréthane en plancher bas, 400 mm ici en fait pour le plafond avec de l'isoconfort, effigrine acier avec 200 mm et du coup avec un R de 8,3 et de l'alu avec 1,6 et UC pour le coffre de volet Roland à 0,4. Donc ça passait très bien en RT 2012, mais ça passe toujours pas en fait en RE 2020. D'accord? Alors qu'on était à 2,70 là pour la perméabilité. Au niveau ici du DH, on est à 258. Donc voilà, ça fonctionne bien en termes de DH. Alors au niveau de l'amélioration, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis en fait des volets roulants automatiques et une permia à 0,2. La permia à 0,2, c'est un peu l'équivalent du passif. D'accord? Donc, sans toucher la compacité, rien qu'avec, sans toucher la compacité et sans toucher l'orientation, j'ai mis des volets roulants automatiques et une perméabilité à 0,2. Et là, forcément, on améliore aussi le DH. On était à 258, on passe à 208. Et on améliore aussi le BBio. Et donc, le BBio passe tout juste. Mais par contre, n'oubliez pas, je vais rester en fait sur une compacité de 2,69. Mais par contre, non plus, je n'ai pas changé beaucoup de choses. J'ai changé la permia et j'ai changé en fait les volets roulants, les rendant automatiques. Et si jamais en fait je ne voulais pas faire ça, à ce moment-là, je peux garder une pompe à chaleur double service en volume chauffé parce que la pompe à chaleur, elle était hors volume chauffé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne passait pas ici le CEPNR. De la brique, au lieu de 1,25, je prends une brique en fait à 1,4 avec 142 laines de verre avec la brique plâtrière. Plancher bas avec un 100 de polyuréthane. Plafond comble avec 400, donc on n'a pas changé. Plafond terrasse, on a pris une résistance de 10 au lieu de 8,3 et des menuiseries alu 1,4. C'est quelque chose qui est quand même très abordable aujourd'hui et on passe avec un gain de 1,4. Donc voilà, en résumé aujourd'hui avec ces études de cas, j'espère en tout cas que ça vous donne une idée sur ce qui vous attend l'année prochaine et sur ce qu'il va falloir faire. Moi, mon avis aujourd'hui, c'est qu'il faut travailler quand même la compacité, calculer cette compacité au départ, ce qui va vous permettre de savoir est-ce que il faudra faire en fait un effort supplémentaire ou pas en termes d'isolation. Donc voilà, on arrive en fait à la fin de ce webinaire. J'ai une question ici. Est-il possible d'avoir les fichiers sous Perrino des études des cas présentés? Malheureusement, je ne pense pas. Ce sont des études en fait qui sont internes et qui sont la propriété aussi de nos clients et normalement, on n'en voit pas en fait donc les études sous Perrino.
Après, on peut envoyer les rapports, on peut envoyer en fait les différents résultats si vous voulez, y a pas de souci. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis là. Sinon, je vous remercie en tout cas de votre présence et puis je vous souhaite très bien. Je vous souhaite en tout cas des bonnes fêtes et, euh, et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille.